Vous écoutez Radio Torchon. Bonsoir aux auditeurs de Radio Torchon. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, interview de Fabien Alpharange, qui est un jeune écrivain de fantasy, qui a sorti son premier livre. Bonsoir d'abord, comment vas-tu ? Écoute, ça va plutôt pas mal, mais là, je crois que je vais être face à une sorte de retournement de situation pour moi particulier au niveau de l'image. Donc, on va peut-être devoir discuter de pas mal de choses pour que je puisse retomber sur mes pattes, parce que sur Internet, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Okay. Voilà. J'ai pas une super bonne réputation sur Agoravox, on va en parler, mais voilà. Donc cela dit, voilà, moi je vends mon livre, c'est mon travail, c'est mon plaisir, c'est presque une vocation, et j'espère qu'on va pouvoir en parler plus que de trucs un peu pénibles comme les embrouilles qu'il y a sur Internet, quoi. Alors profites-en pour faire ta pub, donne-nous le titre du livre. Ouais, alors ça s'appelle Gandaria, Gandariah, et c'est Soleil d'Ahriman, le premier tome. Je suis en train d'écrire le second, qui s'appelle La Tentation des Sabres. Bien, alors on va commencer par un sujet un petit peu stupide et racoleur, on va essayer de passer vite dessus. Ouais. Mais on va quand même surfer sur le buzz drama YouTube du moment. Mmh. J'ai vu ta dernière vidéo où tu commentes un petit peu le happy slapping de Dieudonné. Ouais, effectivement. Tu disais qu'en gros ces types-là ont un siècle de retard dans leur tête. Tout à fait, ouais. C'est ça. Mais en fait, moi, je vais vous dire, j'ai beau passer beaucoup de temps sur mon ordinateur et notamment sur Internet, et au final, ces types-là, je prends pas une minute pour les regarder habituellement. Là, on m'en a parlé, donc j'ai regardé l'événement. Ah tiens, oui, d'accord. Mais en général, je suis pas du tout à les suivre, donc j'en parle comme quelqu'un qui leur a tourné le dos depuis longtemps. Voilà. C'est pas du tout ma tasse de thé, Dieudonné Soral, en fait. Voilà. J'avoue, ça fait très longtemps que je ne suis plus non plus leurs activités, mais bon, là, tout le monde en a parlé, donc forcément, c'est arrivé à mes oreilles. Et puis vu que je connais un copain du mec qui s'est fait casser la gueule, je pouvais pas ne pas entendre parler de cette histoire, quoi. Ouais. Non, mais d'ailleurs, ça a eu un certain écho et YouTube a décidé de plafonner les vues de notre débat avec Fred sur sa chaîne Système des Pros de Films et un gars lambda qui est un autre YouTuber qui a eu sa chaîne et qui l'a supprimé. D'accord. Voilà. Donc on est aussi nous, ça fait longtemps qu'on fait des débats avec Fred, on parle de tout, on parle de spiritualité, de politique, de beaucoup de choses. De temps en temps on réagit à l'actualité. Moi j'avais pas un buzz mais une petite vidéo qui avait été un peu vue, c'était sur les Femmes de Pontoise où j'avais réagi en les soutenant. Ça avait très mal pris, je m'en suis pris plein la gueule parce que je soutenais les Femmes. C'est mal vu ça. Et voilà. Et du coup, moi, je suis pas un rageux du tout. Je leur en veux pas, mais moi, j'ai même supprimé une vidéo à ce sujet parce qu'elle avait fait trop de scandales, alors que je disais rien de spécial. J'utilisais les mots de l'ennemi, en quelque sorte, simplement pour parler de mon regard sur ce qui s'était passé et du fait que je trouvais ça formidable qu'il y ait des femmes qui soient prêtes à aller jusqu'au bout pour dénoncer toutes les arrière-pensées foireuses qu'il peut y avoir chez les uns, chez les autres, et qui peuvent polluer le rapport qu'on a à soi. Parce que pour moi, c'est des femmes qui se sont réappropriées leur corps et qui se sont réappropriées leur être. Elles écrivent sur leur corps, ça veut dire qu'elles font de leur corps un langage et non pas un objet de pornographie. Alors le problème des Femmes, en fait, c'est un petit peu le même problème que le gars qui s'est fait défoncer par Soral. C'est-à-dire que quand tu es dans une posture de militant extrémiste, même si tu défendais une cause tout à fait noble au départ, le problème c'est que aux yeux de la majorité des gens, tu passes pour un con. Et quand tu soutiens des gens qui passent pour des cons, tu vas te faire engueuler. Ouais. Et moi, je me suis fait engueuler. J'ai fait un petit papier à propos de Conversano
où je disais, moi je suis pas d'accord avec ces délires racialistes, néo-nazis, etc., qui viennent d'Amérique du Nord, je crois d'ailleurs, Ouais. Mais ça veut pas dire que je vais pas le défendre quand il se retrouve face à une espèce de primate complètement débile qui essaye de gagner un débat avec les points, tu vois. Ouais. Non, mais je pense que ce débat partait très mal. Et je crois avoir compris que ça faisait un certain temps qu'il s'échangeait des fions à distance. Oui. Donc voilà. Après, moi, Ah oui, j'ai pas suivi le contexte. Je me suis pas intéressé au contexte. C'est du règlement de compte. J'ai juste relevé que pour moi, c'était une façon pour Soral d'acheter son image de type qui est prêt à défendre par tous les moyens une certaine forme de l'unité, une unité qui est tournée contre Israël et qui se veut universalisme. Il y a de ça, oui. Oui, je crois qu'il l'a traité d'agent sioniste, histoire de bien se ridiculiser au maximum. Non, c'est une accusation que lui proposait, que lui tendait, comme s'il lui offrait la joue droite, Conversano. Mais je crois pas qu'il l'ait saisi, parce que ça valait même pas la peine, étant donné que Conversano, pour Soral, n'est personne, en fait, apparemment. Mais voilà. C'était juste un règlement de compte personnel, en fait, cette histoire-là. Parce que sur le fond, ils sont pas tant en désaccord que ça, et ils l'avouent à la fin. Mais après, moi, c'est pas tellement l'échange qu'il y a eu entre ces deux individus qui m'intéresse. C'est plus que je voudrais rebondir sur le fond, sur ton point de vue à toi. Ouais. Mais sur le côté marketing c'est le côté marketing du truc, moi, que j'ai trouvé intéressant. Je voudrais rebondir sur toi, ton avis qui disait ces mecs-là ont 100 ans de retard. Et moi, je suspecte qu'au contraire, ils sont en avance. Parce que ces gars-là, c'est une fausse opposition. On a une élite de droite et une opposition de droite. Donc déjà, le truc est biaisé dès le début, tu vois. Oui, la gauche a été pulvérisée et moi, ce que je vois, tu vois, on a eu les nuits debout cette année quand même. Attends, j'ai pas fini. Enfin, ah pardon, excuse-moi. Oui, parce que je fais des phrases assez longues des fois. Ouais. Et moi, je considère que donc ces gars qui sont des rebelles en carton, hein, ces rebelles de pacotille là, qui sont pas du tout une menace pour le pouvoir en fait. Ils sont au contraire, je trouve, en avance sur l'idiocratie, parce que organiser des débats qui finissent en bagarre, c'est un truc qui existe depuis 20 ans à la télé américaine. Il y avait une émission très très célèbre qui avait énormément de succès et qui était basée sur ce principe-là, c'est des débats qui finissent en castagne. Donc Dieudonné n'a fait que repomper une idée de la télé poubelle américaine. Et le fait qu'il ait appelé son émission Niveau Zéro, tout est dit, quoi. Ouais. Tu vois, la couleur est donnée, donc. C'est limite un concept humoristique, finalement, cette émission, quoi. Et est-ce que tu penses que si on progresse comme ça dans la connerie, dans 50 ans, le débat politique qui finit en bagarre concernera aussi les prétendants au suffrage universel. Non. Et que finalement, ça finira en match de boxe présidentiel et celui qui a gagné le match est président, non? Non, je pense pas. Je pense qu'on a plus de bon sens que ça et qu'on attend des hommes auxquels on décide de donner notre suffrage de gagner le débat. Et on peut pas le gagner par les points. Ça donne envie d'écouter Conversano, cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense pas que ce soit dans ce sens-là que la culture va évoluer. Par contre, que on est d'une manière populaire quelque chose du registre de on se tape sur la gueule pour régler nos problèmes de différents, c'est possible. C'est toute la différence entre faire Lost Story et faire Élysée Story en montrant la vie du président. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas tout mélanger, quoi. Bah moi, Conversano, ça fait un moment qu'il m'avait défié au débat et finalement il s'est ravisé quand il a commencé à savoir un peu ce que je pense.
Et là, j'essaie de le relancer, mais il refuse toujours de débattre avec moi, Conversano. Ouais. Et c'est étonnant qu'il préfère se faire casser la gueule par un psychopathe Ouais. plutôt que de prendre le risque de se faire démonter ses arguments. De faire un vrai débat, ouais. Ouais. Ouais, bah oui, non, mais je peux comprendre. Moi, c'est vrai que pour moi, Conversano, de ce que j'entends, de ce qu'il dit, je suis pas d'accord avec C'est Soral, mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est un jeune con. Voilà, il a pas vu assez de choses dans la vie. Il est pas allé à la rencontre des gens, il s'est pas intéressé aux gens et c'est triste. Voilà. ah, Moi, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui a peut-être ses propres blessures, mais qui a tendance à les mettre sur le devant de la scène d'une manière un peu, finalement, comme moi je fais, c'est-à-dire il étale son intimité sur YouTube, sauf qu'il en est pas conscient. Il le fait avec le désir de parler politique, de faire de la politique, de faire de l'intellectualité. J'ai pas l'impression que ce soit un intellectuel, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est renfermé sur un mode de vie effectivement très très connecté, mais aussi très illusoire. Voilà. je crois qu'il est peut-être pas si bête qu'il en a l'air. Qu'il a quand même un certain potentiel parce qu'il a un certain charisme, une belle gueule. Je pense que Oui. si on lui filait des textes intelligents à lire, il pourrait faire du bien à la France plutôt que de la tirer vers le bas. Après, je pense que le problème de ce genre de gars, c'est qu'ils sont dans l'aliénation militante. Mm. C'est-à-dire qu'une fois que tu es militant, tu obéis à des maîtres à penser, tu obéis à un dogme, tu le prêches avec fanatisme, avec exagération, et tu deviens en fait un repoussoir. Les gens n'ont pas du tout envie de croire ce que tu leur dis, tu vois. Mm. Ouais. Ouais, Je peut-être. trouve Mais ça écoute, dommage, c'est du gâchis, quoi. je sais pas, moi je connais, je suis entouré par des gens bien, des gens qui sont respectueux, qui sont agréables à vivre, etc. J'ai pas Ouais. de problème de société. Je sais pas, les gens ne m'agressent pas, je n'assiste même pas à des agressions. Je vis dans un paradis peut-être, mais j'ai l'impression que la vie c'est pas ça, quoi. Bah, je sais pas où Euh, t'habites en même temps. alors bah écoute, moi je vis sur la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Et on est bien quoi. Et voilà, on a la ville de Trappes au cœur de la ville nouvelle, et j'ai pas le sentiment que les choses aillent mal. C'est juste que ouais, la population a changé. Ouais, il y a des gens qui viennent d'un peu partout sur la planète pour trouver leur place ici. Et leur jeunesse née ici ou pas, mais tâche de son mieux de bénéficier des libertés, du mode de vie, des libéralités en fait du mode de vie dans lequel on est. Il y en a qui essayent d'assumer leur homosexualité, c'est compliqué. Il y en Ouais. a, voilà, il y a tout un tas de cas de figure comme ça, de jeunes qui n'ont pas envie de se faire embringuer par des religieux en connaissant les extrémités dans lesquelles d'autres ont pu tomber en tombant dans des réseaux, des choses comme ça. Donc on est en fait dans une situation très bien parce que on est plein de bon sens. Et le bon sens est en train de gagner. Et j'ai l'impression que ça dérange un petit peu le, le, le truc, c'est que d'ici, j'ai envie de dire, on comprend que on est passé à autre chose, quoi. On est dans une civilisation planétaire. Et c'est bien. Et cette civilisation planétaire, ce que lui appelle l'Occident, que moi j'appelle Thélème, ça a quelque chose à offrir dans cet état du monde global et son évolution. Et je pense que on n'est pas les derniers des abrutis non plus. On a fait quelque chose de pas mal. Et le fait même qu'existent des nuits debout et tout ce qu'il peut y avoir comme conséquence en termes de enfin comme corollaire en fait en termes de mouvements sociaux vers plus d'écologie, plus d'humanité, plus d'écoute du tiers-monde, etc. Tout ça, ça a du sens et ça n'existe pas non plus pour rien dans tout ça. Ça a sa place. Ça fait partie d'un processus où le
le désir que l'homme a pour le monde qu'il veut bâtir là maintenant tout de suite de manière réaliste et pragmatique, et ben ça trouve ses résultats. Voilà, ça, on fait de notre mieux ou pas, mais on fait le monde qui est dans notre tête et on assume tous des responsabilités. Il n'y a pas de conspiration. Ouais. Alors, moi je crois que si ce genre de bonhomme n'a pas ta liberté d'esprit, je pense que c'est tout simplement l'aliénation par la peur. Ouais. Parce que lui, il vit dans les zones pourries du 9-3. C'est infesté de racailles. Et quand tu vis dans des zones d'insécurité, tu as peur. C'est normal. T'as peur de traverser la cour de l'immeuble, la cage d'escalier. La peur, ça rend con. La peur t'envoie au cerveau de l'adrénaline, de la sérotonine. Mais tu parles à quelqu'un qui a eu très peur, très peur. En tant que, on en reparlera tout à l'heure, mais très bien en tant qu'ex-musulman de France, j'ai eu peur à un moment donné. Et je me suis dit, est-ce qu'on va se retourner contre moi? Est-ce qu'on va me faire du mal? Personne ne m'a rien fait. Les gens ont été, voilà, il y a personne qui, à aucun moment, ne s'est retourné contre moi. Donc, la situation est vraiment géolocalisée, quoi. Il y a, il y a des points chauds dans lesquels c'est pas facile même de se promener dans la rue. Et puis il y a des endroits dans lesquels tu fais vraiment ta vie, t'es libre, quoi. Certes, il y a des inégalités territoriales qui sont peut-être à résoudre, mais ça c'est une question qui ne doit pas en fait détruire notre désir de société, notre envie de réaliser quelque chose, et qui ne doit pas parasiter là où ça se passe bien, par le fait d'une volonté de conflit, en fait. On peut pas alimenter la volonté du conflit. Il faut trouver une logique d'intégration avec un projet qui soit acceptable par tous. C'est très difficile. Certes, mais c'est l'objet de voilà. Mais c'est l'objet de la paix dans le monde. C'est l'objet de la paix dans le monde. C'est de fonctionner comme ça. Des gens qui vivent dans la peur ne peuvent pas entendre ton discours. Ils le zappent d'office. Si tu veux, quand tu vis dans la peur d'un ennemi, d'un prédateur, tu es obsédé par le prédateur. Tu ne penses qu'à lui, parce que tu es dans une logique de survie. Il y a un ennemi qui en veut à ma peau, c'est lui ou moi. Tant qu'on n'est pas débarrassé de lui, nos vies sont en danger. C'est comme ça qu'ils raisonnent, ces mecs-là. Oui, bien et sûr. Évidemment, mais alors, après, tu deviens raciste, complotiste, et tu vois. Mais il faut attaquer le mal à sa racine. Ouais, Ces gens-là ont peur parce qu'ils vivent dans l'insécurité. Et c'est le modèle américain. Hein. Dans toute l'Amérique, c'est pas le multiculturalisme qui provoque l'insécurité en réalité. C'est l'insécurité qui rend les gens racistes. Avant, il y avait les guerres de clochers entre villages. On était de la même couleur, de la même race, et pourtant les paysans se battaient entre eux parce qu'on n'était pas du même village, tu vois. La Deuxième Guerre mondiale, c'était pas une guerre de race. Non. Pourtant, ça a été la plus violente des guerres au monde, quoi. Donc, il y a eu des transfuges pour des raisons justement de volonté de se trouver un ennemi et de se battre aussi, donc vers tel ou tel extrémisme depuis tel ou tel autre. Et ça fait partie d'une maille en fait plus complexe quand on parle du nazisme en fait. Et aujourd'hui on a toute cette complexité, mais finalement on voit bien qu'il y a quelque chose qui relève du registre de la volonté de se préserver par la peur, de peur, et puis en développant la peur chez les autres aussi. C'est-à-dire que ça devient aussi un médium de communication, quoi. On fait peur, on communique par la peur, on s'envoie des films d'horreur. Hein. Ouais. Internet nous manipule beaucoup pour ça. Ça, j'avoue, tout média manipule. Et un média, ça amplifie les émotions. La télé est connue pour amplifier la peur, parce que la télé va grossir les faits divers, aime bien attirer l'attention en faisant peur aux gens, parce que c'est une technique de marketing hyper connue. Faire peur aux gens, c'est le meilleur moyen d'avoir leur attention. Tiens, un exemple. Dans le métro parisien, tous les ans, il y a un gag. C'est les 6 jours des soldes de BHV.
il y a un énorme 6 sur l'affiche, et dans le métro, ils essaient toujours de les foutre par 3. Comme ça fait 3-6, ça fait peur aux gens. Et tu captes l'attention des gens, des gens. Ben, c'est des trucs connus. Ouais. C'est des trucs connus. Et Internet amplifie encore plus la peur. Parce que tu es confronté directement à des personnes menaçantes. Les baltringues qui dans la vie sont des victimes et qui veulent se venger sur les internautes, ils aiment bien jouer à menacer derrière leur clavier. Tu vois ? On a ton adresse, on va envoyer des mecs te casser la gueule, et puis on va t'envoyer les flics en même temps et porter plainte contre toi, tu vois. Des menaces en l'air à chaque fois, mais ils aiment bien jouer à ça. Tu vois ? Il y a plein de petits cons internet qui s'amusent à jouer à faire peur. Et ça marche vachement bien, parce qu'après ces gens-là t'obsèdent, tu vois. Ton cerveau se met en mode panique, danger, défense. Tu ne penses plus qu'à ça. Tu es obsédé par ces gens-là. Et moi, j'avoue, c'est pour ça que sur le blog Torchon, je parle énormément des extrémistes, de gauche comme de droite, et puis des voyous. Parce que ces gens-là, bon, dans la société, représentent quoi 3% de la population. Mais sur le net, ils sont tellement bruyants, envahissants, ils jouent à faire peur au peuple avec leur clavier, tu vois. Et puis ces gens deviennent obsédants. Les médias amplifient la peur, en fait. Je crois qu'ils demandent aussi quelque part un peu trop, c'est-à-dire qu'ils voudraient de l'attention, ils voudraient même parfois du pouvoir. Et est-ce qu'ils en sont capables ? Est-ce qu'ils peuvent le porter sur les épaules ? Est-ce que ça ferait pas des tyrans ? Je crois qu'il est permis de se poser des questions, de douter de en tant que nouvelle garde, en fait. Voilà. Et moi, je suis pas convaincu par les résultats obtenus par le Front National sur le plan local, par les victoires qu'ils ont eues et ce qu'ils ont fait des endroits où ils se sont installés. Voilà, ça fait un certain temps déjà que on a pu voir que c'était pas glorieux, et bon, à un moment donné, je crois que voilà, c'est vrai qu'on est un peu là. Moi, je suis un peu pris au piège par cette campagne présidentielle. Parler politique dans une période comme ça, c'est tout de suite, on est catalogué, on a un truc à dire, on a un truc à vendre sur le plan des idées, etc. Moi, c'est pas ça. J'estime que Internet, c'est notre grand café, notre grand bistrot dans lequel on échange nos opinions et on discute la société. Et voilà. Et ces mecs-là s'expriment beaucoup, c'est vrai là-dessus, quoi. Donc bon, peut-être se réapproprier un peu l'espace collectif. Ouais, moi je m'en tamponne complètement en fait de la campagne présidentielle. Les hommes politiques m'intéressent absolument pas. Oui, après c'est comme les stars du showbiz, tu sais, tous ces gens qui ont de la notoriété, de la popularité, qui ont réussi, donc qui font rêver les cons, qui eux ont raté leur vie, tu vois. Je trouve que ces gens-là n'ont rien à dire. Plus c'est connu, plus c'est puissant, et plus ça ne dit que de la merde, démagogue, pour flatter les imbéciles. Et je préfère écouter, moi, des petits hommes, ou des petites femmes, pardon, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant d'écouter des nobodies, oui. des gens qui sont au bas de l'échelle, mais qui ont quand même de la culture et des choses à dire. Parce qu'ils sont beaucoup plus vrais. Ils cherchent pas tellement, ils cherchent moins à plaire, ils cherchent moins à flatter, tu vois. Oui, après ça peut être intéressant de se dire quand même que ça nous démontre une chose, on est rentré dans une société saint-simonienne. Au sens de Saint-Simon, éternel rival d'Auguste Comte, et Saint-Simon, c'est quoi ? C'est une société régie par le spectacle et la technocratie. Et c'est effectivement la manière dont on a érigé notre société télémique, notre télème, ce que certains appellent l'Occident, quoi. Voilà. C'est Guy Debord qui disait ça. Ouais. Donc voilà, c'est bon, on peut le constater. On peut constater que certains pensent ça et
apprécient ça et défendent ça comme modèle, on peut constater que on n'est pas non plus dans le pire des régimes, parce que sinon ça s'appellerait pas Télème pour moi. Voilà, on a simplement effectivement des choses qui ne vont pas, mais qui sont pour moi le reflet de l'homme, finalement. Le reflet de l'homme dans tout son déploiement. Et on peut regretter une partie de ce déploiement, on peut se poser la question de la barbarie ou de la cruauté comme je le fais dans Gandaria, on peut se poser la question du despotisme parce que c'est une question donc, qui concerne aussi le monde, on peut se poser la question du despotisme des idées et des façons dont notre perception sur le monde influence le monde que l'on fabrique. Et moi, je me pose des grandes questions comme ça. C'est vrai que je suis barré très 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 loin, hein. Mais pour moi, la star du système, elle fait ça. Quand il y en a une qui décide de faire de l'humanitaire, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un rapport avec sa propre manière de se regarder, de regarder la vie qu'elle a envie d'avoir et le rôle qu'elle veut jouer dans le tout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont des gens qui ont appris à avoir aussi le cœur sur la main et qui fabriquent une certaine forme de société faite de liberté, d'ouverture, qui n'est pas appréhendée par tous parce que elle n'est pas ouverte à tous. Et elle l'est pas plus parce que il faut une sorte de sélection pour pouvoir participer à cette grande famille-là. Mais au final, il y a quelque chose qui est vanté de l'ordre des valeurs qui communique assez bien avec une vie ordonnée, classique de gens qui s'entendent bien, qui vivent en bonne société et qui n'ont pas de problème particulier et qui sont leur public, qui sont la ménagère, qui sont le téléspectateur, le spectateur au cinéma, etc. Voilà, il y a une sorte de lien quoi qui est entretenu par le marché, mais qui est entretenu. Je pense que c'est une bonne chose. Et oui, on peut se poser des questions sur le sens de ce que je dis, mais je pense pas qu'on soit dans le pire des mondes. Au contraire, je pense qu'on est dans un monde plutôt pas mal et que l'homme a à apprendre à se connaître et à travailler sur lui pour éviter d'en arriver à se détruire. Il y a une gestion de l'humanité par l'humanité qui doit se penser. C'est faire de la philosophie et je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a besoin de le faire de manière détachée vis-à-vis des croyances religieuses ou vis-à-vis des notions d'identité. On a avant tout besoin de travailler chacun une personnalité qui nous permette de jouer vraiment notre rôle dans la vie et de mener notre vie, notre existence déjà en pensant à nous, en pensant à ce qu'on peut faire pour notre autonomie, et c'est beaucoup plus important d'être dans un monde en paix pour pouvoir le faire correctement que de rentrer dans des logiques où on va décider de se trouver un ennemi et d'aller frapper sur un moulin comme Don Quichotte quoi. Oui, donc toi, t'es plutôt dans une logique de non-violence en fait. Tu penses qu'il faut cultiver la non-violence? Ouais, ça se cultive. Ça se cultive. Il y a un moment où tu peux pas. La guerre ne doit pas être l'option parce que la guerre entraîne la guerre. Il y a un moment donné, il faut trouver une manière, une façon d'établir la paix. Et la paix, elle s'établit pas par la terreur, parce que la terreur, on a vu ce que ça a donné en Irak, ça donne de la terreur. Et je pense qu'il faut raisonner autrement et que fabriquer une culture universelle, c'est la meilleure manière de répondre finalement à ces problèmes. Et je pense qu'en communiquant sur les folklores, sur la culture des civilisations du passé, ou en rebricolant des choses nouvelles à partir d'éléments des grands débats qui concernent les mythes en fait fondateurs de l'humanité par exemple, ça peut être une démarche qui nous permet de reconstruire du sens. Alors le problème c'est que les affreux entre guillemets fascistes d'en face là, ouais. Ce que tu dis là, ils n'en écouteront même pas les 3 premières secondes parce que
pour eux, on est dans l'urgence. La non-violence, c'est au contraire ce qui va nous tuer, parce qu'il y a un ennemi qui est déjà sur notre sol, qui menace notre vie, et si on cultive le peace and love, la non-violence, le yoga, la zen attitude, c'est le meilleur moyen de faire l'autruche et de se faire bouffer, quoi. Mais moi, j'ai envie de leur répondre. J'ai envie de leur répondre où sont mes ennemis? Je n'en ai pas rencontré. Je suis allé un peu partout en France. Les gens m'ont reçu, les gens m'ont accepté, les gens m'ont aidé dans des moments difficiles. J'ai pas rencontré d'ennemis. J'ai été voir les uns et les autres. J'ai été dans des festivals de métal, j'ai été dans des mosquées, j'ai été à différents endroits. J'ai pas rencontré d'ennemis. Les gens ont été bien avec moi et ils n'ont pas tenu des discours à ce point excessifs qu'ils incitaient à la haine. Jamais. Donc je sais pas, je vois pas. Le délinquant, on peut lui reprocher son mode de vie, mais on peut pas lui reprocher de chercher à s'en sortir, par exemple. Bon s'il vous agresse pas et que il mène simplement une vie de débrouille, vous allez pas vous tourner contre lui en disant sale arabe, non. Voilà, je pense que il faut pas arrêter de se monter la tête. Et je pense qu'il y a une certaine France qui se monte beaucoup trop la tête et qui génère de l'agressivité. Mais tu penses qu'on exagère, qu'on maximise, qu'on grossit la réalité? Je pense qu'on génère de l'agressivité et qu'après on se prend le retour de bâton, et ce retour de bâton, c'est effectivement des gens qui vont être violents. Et puis on a semé une telle zizanie dans le reste du monde que au final les gens n'ont d'autres refuges que chez nous, donc ils viennent. Et puis après ils essayent de faire de leur mieux pour vivre bien et tant qu'à faire, même pour beaucoup, oublier tout ça. Et c'est pas facile, et c'est pas la peine de ramener de l'huile sur le feu. C'est vrai. Voilà comment je vois les choses depuis la base de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà. C'est vrai. Mais là, justement, c'est des gars qui préfèrent jeter de l'huile sur le feu, tu vois, parce que pour eux, l'affrontement est inévitable, en fait. C'est le discours qu'ils ont. Pour eux, la guerre civile approche et il faut s'y préparer le plus vite possible, parce que si on attend trop longtemps, l'ennemi va être plus nombreux que nous et là, on est foutu, ils ont gagné. Ouais, mais on va me reprocher on va me faire le même reproche qu'au Front Populaire dans quelques années, tu verras. Tu verras. Mais tant pis. Le problème, c'est que c'est une question de position. Je pense qu'il faut croire en la non-violence. Il faut croire en la non-violence. C'est très important. C'est un médium d'action qui a pour but de faire en sorte qu'on puisse se parler autrement. Et moi, je crois beaucoup à la communication non violente, même si on en fait tout un foin aujourd'hui et que ça touche le milieu du business, c'est très bien. Maintenant, je sais pas quoi te dire. Je pense que on est en train d'édifier quelque chose là, et ce serait dommage de tout foutre en l'air parce qu'on a peur les uns des autres et qu'on a envie de se garantir contre notre insécurité. Et je pense que notre insécurité, elle est bien plus portée en réalité sur notre matérialité, sur le travail, sur le logement, sur des choses où il y a des dossiers où c'est compliqué, voilà. Et en société, on a l'impression d'être mis en concurrence, et du coup, on tolère plus d'être mis en concurrence avec des gens, je sais pas, d'une autre couleur, d'une autre religion, etc. Et ça devient un grand n'importe quoi. Mais faut qu'on se calme, faut qu'on Donc, soit des citoyens. Toi, tu penses pas que laisser se développer en France le cosmopolitisme, et notamment la communauté musulmane qui grossit de façon exponentielle, puisqu'ils font beaucoup d'enfants, tu penses que ça va pas amplifier les tensions ethniques qui existent déjà? Alors, les tensions ethniques, elles existent dans la communauté musulmane depuis très longtemps, à l'intérieur même de cette communauté entre eux. Donc, ils ont réussi à trouver un moyen de self-control, en quelque sorte, dans leurs différentes querelles, qui est d'aller tous à la même mosquée quand ils vivent sur le même territoire. Bon, mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai entendu dans les mosquées m'a pas plu. C'est-à-dire que le contrat social qui se dessine à travers
les prêches aujourd'hui tenues dans les mosquées, souvent ça m'est rentré par l'oreille d'une manière où je me disais non, moi j'ai pas envie de ce contrat-là social en France, en tout cas pas pour moi. Mais je pense que ça se débat et je pense qu'il faudrait que ce soit sur l'espace public et pas sur Internet par des vidéos contradictoires entre les uns qui prêchent tel mode de société, tel autre mode de société. Pourquoi on parle pas réellement société à la télévision au lieu de parler, je sais pas, de la manière dont on fabrique la laine ou voilà, il y a beaucoup de choses dont on parle et on fait pas société, on fabrique pas du contrat social à la télévision. C'est quand même dommage parce que c'est là où on aurait la possibilité de rencontrer de manière franche et transparente les visions du monde et dont on pourrait construire une civilisation ensemble correctement parce que quand t'es à la télé, tu t'exprimes pacifiquement, tu vas pas casser la gueule au mec qui est pas d'accord avec toi, quoi. Donc je pense que c'est regrettable, quoi. C'est dommage. Et on passe à côté de quelque chose pour moi. Des gens comme Frédéric Lordon sont des gens qui essayent de faire avancer le débat, qui essayent de faire progresser intellectuellement toute la masse qu'on représente tous. Et je pense que voilà, c'est des gens qu'on devrait entendre, mais c'est aussi ouais, c'est compliqué, c'est Babylone, hein. C'est Babylone. Et Babylone, moi, je la prends bien. C'est-à-dire que plutôt que d'en faire une critique dans laquelle je la dénonce, ce serait et dans laquelle je dirais ouais Babylon System, etc. J'ai tendance à dire ouais mais non, mais c'est chez nous dont on parle. Donc cultivons ça. Tu vois, il y a un côté Voltaire. Alors, puisque tu parles de Frédéric Lordon, Ouais. à l'époque de La Nuit debout, j'avais regardé quelques-unes de ses vidéos. Mm-hmm. Et il a fait un discours célèbre qui était à la Bourse du Travail, je crois, Mm-hmm. où il dit les deux principales violences en France, c'est la violence sociale. Bon, ça, effectivement, ça se tient. Et puis il dit ensuite c'est la violence identitaire. Et quand mon colocataire a entendu ça, il a bondi, il a sauté au plafond. Il a dit mais c'est quoi ce renversement accusatoire? C'est pas les identitaires qui sont violents. Eux ils font leur petite manif, de temps en temps ils taguent une mosquée, mais tu vois ça n'a pas pu. C'est les racailles qui sont violents. La violence, elle vient des gens violents, quoi. Tu vois, elle vient des voyous. Non. Oui. Et puis moi, j'aurais ajouté un truc en premier. Et là, je me dis que Frédéric Lordon n'a pas de couilles. La première des violences en France, alors en France entre guillemets, c'est la guerre. Alors la guerre n'est pas sur notre sol, mis à part quand des fois ça nous repart dans la gueule parce qu'il y a un attentat, tu vois. Voilà. Ouais. Mais les gens les plus violents en France, ce sont les militaires. Ils sont pires que les racailles, hein. Les parachutistes. Je préfère avoir des emmerdes avec des racailles qu'avec des parachutistes. Moi, je vais te répondre assez simplement, mais je voudrais te dire un truc là, c'est que pour moi, les questions internationales sont des questions nationales. Ouais. Et pour moi, on est dans cette situation complètement dingue où il y a des types qui écrasent des familles entières avec leurs camions parce que on a oublié de se préoccuper aussi de veiller à conserver cette conscience-là. C'est qu'on est une humanité, on est interdépendants et on a besoin de bon sens partout sur la planète et pas juste chez nous ou en Amérique. Et la guerre que l'on provoque ou que l'on provoque pas, peu importe quelles sont les causes que l'on va chercher ici ou là par du storytelling, la guerre est là. On a tendance à en faire un business. C'est une logique de marché et c'est une logique qui ne marche pas. Voilà. Pour ce qui est du délinquant, le mec, pour moi, il essaye de garantir son business et il a comme objectif avant tout de consolider son niveau de vie. Et il faut se poser la question simplement pourquoi est-ce que on est dans un monde qui propose un tel pragmatisme cruel vis-à-vis d'autrui. Et c'est la question que je pose à travers la secte Kshayatrim dans Gandharia.